Ben, disons qu'effectivement, l'acétylène, ça a été le premier éclairage qu'on a eu sous terre, parce qu'à l'époque, quand on avait des piles plates, ça durait à peine 2 heures ou 3 heures. C'était un truc jaune, on n'y voyait absolument rien. D'abord, il fallait tout le temps taper au derrière du machin, parce que ça marchait jamais. Là, l'acéto, c'était quand même un compagnon extraordinaire, parce que d'abord, ça nous tenait chaud. On avait un éclairage qui nous coûtait presque rien. Le problème, effectivement, c'est que pendant des années, on a fonctionné avec ça sans se rendre compte qu'on salissait complètement les cavités, quoi. Parce que nous, on était tout fiers de découvrir, enfin, disons, de mettre en évidence les problèmes de pollution sous terre, mais ce qu'on voyait, les gouffres charniers, les choses comme ça, les eaux polluées, mais on ne pensait pas que nous-mêmes, on avait... le fait de ressortir nos déchets de carbure, on pensait que c'était suffisant, quoi. Alors, bon, ça reste quand même un éclairage qui a quelques avantages dans des cas bien particuliers de secours, peut-être des choses comme ça, où il y a une certaine source de chaleur, puis un éclairage que j'ai rarement trouvé dans les éclairages modernes à LED qui sont quand même plutôt froids, quoi, et puis beaucoup plus onéreux malgré tout, parce que le carburant à l'époque, il était fourni pratiquement gratuitement au club par des entreprises, des choses comme ça. Eh bien écoute, je me suis rendu compte que dans Juju, c'était anormalement noir à une époque, dans ma jeunesse, on va dire. On a organisé des nettoyages, on a sorti des centaines de kilos de vieux déchets de cette grotte, et puis il restait à étudier le problème du noir. Alors j'ai prélevé avec une petite cuillère une pellicule de ce noir sur les parois finales de la grotte, et des chimistes du lycée de la Plaine de l'Ain ont analysé la chose et ils ont dit catégoriquement que c'était du carbone. Il faut se méfier parce qu'il y a des endroits dans la grotte où c'est noir et ça n'est pas de la suie. Ce sont des enduits ferromanganiques qu'on associe maintenant parfois, je crois, avec des bactéries, des voiles qui provoquent ce noir. Donc on voit bien les zones où c'est noir naturel, mais il y a une grande partie de la grotte qui a été noircie de façon polluante par malheureusement notre pratique ancienne. Les parties finales de la grotte, que ce soit par les supérieurs ou par la sableuse, la chatière inférieure, eh bien toutes ces zones ont été explorées, on va dire, pendant la guerre et après la guerre. Donc les gens ont eu accès aux parties finales à la durant les années 40, où la pratique était relativement discrète, on va dire. Et par contre,
la grotte a vraiment été très très fréquentée à partir des années 50. Donc c'est là, à mon avis, que des équipes qui séjournaient très longtemps dans la grotte et qui étaient nombreuses, ils passaient plusieurs jours, ils faisaient des bivouacs avec des lampes qui, comme l'a dit Claude, ne fonctionnaient pas toujours très bien. Il y en a qui charbonnaient. Eh bien, c'est là que les dépôts ont été accentués et on le voit bien donc aussi dans ces parties finales qui pourtant ne sont connues que depuis 70 ans, on va dire. On remarque au niveau des concrétionnements parfois des salissures, parfois des altérations qui peuvent arriver pour différentes raisons. Et souvent, bien quand les grottes sont relativement fréquentées, constituent des patrimoines importants du point de vue géologique, eh bien les spéléologues sont amenés à réaliser des opérations de nettoyage, de réhabilitation de ces sites. Ils réalisent des opérations de nettoyage à l'aide d'eau pulvérisée, de l'eau sans additifs qu'ils ont pris dans la grotte. Et puis, ils vont justement enlever les différentes salissures, les traces d'altération qu'il peut y avoir, et essayer de redonner à ces paysages bien un aspect relativement propre, relativement pur, comme ils ont pu le voir lors des premières découvertes. Ce sont des actions comme celle-ci qui contribuent à améliorer et à faire connaître l'action de la Fédération en matière de protection des cavités. On s'est doté d'un agenda 21 qui va être diffusé largement auprès des instances fédérales et qui a eu aussi le mérite d'attirer l'attention de l'administration puisque nous avons signé une convention Grenelle avec le ministère de l'Environnement il y a déjà 2 ans. Et toutes ces actions aujourd'hui contribuent bien évidemment à mettre la spéléologie sur un niveau de référence national et international qui permettent aujourd'hui à la Fédération de revendiquer sa place en tant qu'acteur important de la préservation du milieu naturel.